Alors bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la thématique de l'hébergement des seniors et de l'autonomie. Nous allons démarrer dans quelques instants. Je vous invite à patienter quelques petites minutes. On va laisser le temps à tous les participants de se connecter et de nous rejoindre. À tout de suite. Je sais pas si c'est possible. On va regarder un peu. Il disparaît. C'est formidable. Ouais, je sais pas si vous allez réussir à voir pour ceux qui sont là. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Je sais pas si vous voyez quelque chose en face. Je sais pas si vous voyez le temple d'Hercule. Oui, de manière lointaine, mais oui, on le voit. Voilà, vous avez la vue sur le temple, le magnifique temple d'Hercule d'Aman. Eh bien, merci Anne de nous faire patienter, de nous faire voyager. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous patientons encore quelques petits... Nous allons patienter encore quelques petits instants avant de démarrer. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Merci. Allez, encore un dernier petit instant de patience. Je vous remercie. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci aux autres d'avoir patienté. Je pense que nous pouvons démarrer. Bienvenue, bienvenue à tous sur ce webinaire sur la thématique du logement senior et sur l'autonomie qui est organisée par Ovelia Résidence Senior. Alors moi, je suis Adeline, je serai l'animatrice de ce webinaire et je serai accompagnée aujourd'hui de 4 experts, 4 professionnels de la Silver Economy qui seront avec moi donc, pour répondre à la thématique du jour, la problématique du jour qui est le choix de l'hébergement à l'âge d'or. Est-ce la clé du maintien de l'autonomie? L'autonomie, nous le verrons, un vaste sujet ô combien d'actualité. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la Semaine Bleue, qui est la semaine nationale des personnes âgées et des personnes retraitées. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas connaissance de la Semaine Bleue, il s'agit d'une semaine où, par le biais de diverses actions, on va faire prendre conscience de la place du senior dans la société, de la place du senior dans la vie économique, dans notre vie sociale, dans notre vie culturelle, et aussi mettre en avant leurs attentes, leurs besoins. Et donc, c'est dans cette démarche qu'Ovelia a souhaité aujourd'hui organiser ce webinaire, tout à fait en lien avec la thématique de la Semaine Bleue 2020, qui est, je vous le rappelle, ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. Donc, nous allons démarrer sans plus attendre. Je vous invite donc à, chers tous qui nous avez rejoints dans l'audience, à accueillir nos 4 experts. Je vous présente donc Mélissa Petit qui est avec nous. Mélissa, bonjour, vous êtes docteur en sociologie. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis docteur en sociologie sur la thématique du vieillissement et de la longévité. Et je dirige un bureau d'études et de conseil en sociologie sur cette thématique qui s'appelle Mixing Génération.
dans le cadre duquel je réalise des études sur la question de la longévité des seniors, mais aussi du logement et de l'habitat. Voilà, rapidement. Merci. Avec nous également et en direct de Jordanie, donc je la remercie beaucoup, Anne Beignet. Bonjour Anne, vous êtes conseillère stratégique et politique depuis plus de 12 ans dans le domaine de la santé et des solidarités. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur votre parcours? Oui, alors je vous entends très très mal, hein. Je vais être très honnête, voilà, j'ai juste entendu à Jordanie, mais donc je couperai peut-être, juste pour information, je couperai peut-être ma caméra parce que ça doit, voilà, au niveau de la connexion est vraiment pas bonne de mon côté, j'espère que vous entendez en tout cas. Oui, on vous entend bien. Donc oui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis experte actuellement auprès donc, de la Commission européenne. Je suis conseillère résidente de jumelage en charge d'un jumelage sur un sujet de protection sociale en Jordanie. Auparavant, j'étais au cabinet de la ministre des Solidarités et de la Santé. Et auparavant, donc avant, je suis restée pendant 7 ans à la Commission des Affaires sociales au Sénat, en charge donc de tout ce qui était rapporteur du PLFSS, donc du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Merci Anne. Avec nous également aujourd'hui Clément Moreau. Bonjour Clément. Bonjour. Alors moi, je vous laisse la parole, allez-y, présentez-vous. Alors moi je suis le cofondateur du site logementseniors.com, qui est un site internet d'information et de recherche de solutions de logement pour les seniors. Donc voilà, on présente différents types de logements pour les seniors sur le site. C'est un site qu'on a fondé en 2013 et aujourd'hui qui compte à peu près 250 000 visiteurs par mois. Très bien, merci et bienvenue. Et enfin, donc pour clore ce quatuor, Johanna Gacon. Bonjour Johanna, vous êtes responsable qualité chez Ovelia, c'est ça? Tout à fait, oui, je suis responsable qualité au sein du groupe Ovelia. C'est un groupe qui est spécialisé en exploitation de résidences-services seniors. Donc on dispose aujourd'hui de 13 résidences ouvertes et implantées sur l'ensemble du territoire national, 6 ouvertures prochaines en 2021. Donc avant d'occuper mon poste actuel, j'ai eu un premier parcours en tant que soignante, en tant qu'infirmière, dans différents établissements et services sanitaires et médico-sociaux. Voilà, c'est un réel plaisir que d'être parmi vous tous aujourd'hui. Eh bien, merci Johanna et merci encore une fois à tous les 4 d'être avec nous aujourd'hui sur ce grand sujet. Je vois dans le chat que donc beaucoup de participants nous saluent et se présentent, donc nous sommes ravis de vous avoir avec nous également. Vous allez avoir l'occasion de vous présenter un petit peu plus, hein, vous qui nous écoutez dans l'audience. Vous devez voir un petit sondage qui s'affiche et qui s'afficheront tout au long du webinaire, donc je vous invite à y répondre si vous le souhaitez et à réagir dans le chat aux propos de nos intervenants ou entre vous si vous le souhaitez. Donc, nous allons commencer sans plus attendre au programme de ce webinaire aujourd'hui. Je vous propose, dans un premier temps, d'aborder la question du choix de l'hébergement au cours de la vie. Puis, nous ferons ensuite un très gros focus sur la question de l'autonomie, puisque nous l'avons dit, c'est un sujet d'actualité et tout particulièrement à cause du contexte sanitaire actuel, mais aussi de par les récentes annonces qui ont été faites depuis le cabinet du ministère de la Santé et des Solidarités, pardon. On y reviendra plus en détail avec vous, notamment Anne Beignet. Puis, nous ferons un état des lieux des solutions d'hébergement en France, qui sont des solutions d'hébergement qui sont adaptées pour les seniors, bien sûr, afin de s'informer, d'en savoir plus. Et nous clôturerons cette session sur un petit temps de questions de réponses. Donc, chers auditeurs qui nous écoutez, si vous avez des questions, si vous avez envie d'interpeller directement nos experts aujourd'hui, je vous invite à déposer votre question dans l'onglet questions et non dans le chat. Et nous pourrons donc ensuite, en fin de session, échanger avec les experts. Merci à vous. Donc, commençons et introduisons ce webinaire avec cette vaste question également, qui est le choix de l'hébergement au cours de la vie, parce que c'est vrai qu'en tant qu'individu, on peut être amené au cours de sa vie à changer une fois, 2 fois, plusieurs fois, certains beaucoup plus que d'autres, de logement. Mélissa Petit, je me tourne vers vous en tant que sociologue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui constitue le parcours résidentiel d'un individu au cours de sa vie? Est-ce qu'il est le même pour tout le monde? Est-ce qu'il est le même en fonction? Est-ce que ce sont les mêmes préoccupations en fonction du cours de la vie?
Oui. Alors, sur cette question du parcours résidentiel, je dirais qu'il y a des grandes séquences que tous les individus majoritairement rencontrent au cours de sa vie, mais qu'il y a des temps différents en fonction de ce parcours. Mais en effet, la question du parcours résidentiel, il prend racine très tôt, en fait, dès notre enfance, dans lequel on va déjà incorporer des manières d'habiter, des envies et des valeurs de cet habitat et de cet habité qui vont nous suivre tout au long de notre parcours de vie. Et en fait, ce parcours résidentiel, il va être lié avec le parcours de vie des individus. Et donc, il y a, je dirais, certains éléments qui vont un peu transcender tout au long de ce parcours, à la fois des situations familiales, à la fois aussi des situations professionnelles, ou également des décisions liées au territoire. Et donc, par exemple, on peut tout simplement évoluer entre le moment où on quitte le domicile parental, où ensuite on va aller parfois chercher un emploi dans d'autres territoires que celui d'origine. Puis on parle aussi souvent de ces évolutions de parcours résidentiel en lien ou non avec l'évolution de la famille, de l'arrivée des enfants, mais aussi du nid vide, du fait que les enfants partent du domicile parental. Et tout ça, en fait, va nous amener jusqu'à cette transition. On voit bien qu'en fait, notre parcours résidentiel, il est heurté par rapport à des événements de vie. Et donc, de fait, l'événement de l'entrée à la retraite va aussi amener l'individu à pouvoir se questionner sur son parcours résidentiel. Mais on voit bien également que le confinement, qui a été un événement de vie là pour tout le monde, a pu aussi renvoyer les individus sur son lieu de vie, sur son habitat, sur où est-ce qu'on veut véritablement vivre. Et donc, de fait, les plus âgés sont aussi impactés par ces questions. Mais que malgré tout, changer, parce que c'est des changements de parcours résidentiel, ça se fait aussi sur des questionnements qui se font sur un temps plus ou moins long en fonction des individus, mais qui interpellent l'individu dans des questionnements propres et qu'il est important, en tous les cas, de se poser. Et je voulais aussi revenir sur qu'est-ce qui heurte un peu ces questions en arrivant à la retraite. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'envie de se rapprocher de ses enfants, l'envie d'être parfois plus sur des centres-villes parce qu'il y aura des commerces de proximité, l'envie également de retrouver son territoire d'origine ou d'être proche de la mer. On peut aussi avoir cette envie de ne plus être dans une maison trop grande et donc de pouvoir partir. Donc, il y a différents éléments qui vont amener les individus à se poser la question du lieu de vie, que ce soit à l'entrée à la retraite ou a posteriori sur les 60-70 ans. Et donc, malgré tout, vivre et ce parcours résidentiel au cours de la vie et encore plus à ce moment-là, eh bien, il se réfléchit non pas que dans ce lieu de vie qui doit être encore plus cocooning qu'avant, j'aurais envie de dire, parce qu'on voit bien qu'on se resserre et sur son lieu de vie qui devient un peu un lieu ou une bulle avec plusieurs possibilités, mais c'est aussi comment on est interconnecté avec les autres et comment on est mobile dans ces possibilités d'interaction et de déplacement. Voilà rapidement. Écoutez, merci déjà pour cette première approche. Donc, il est vrai qu'il y a de multiples causes et volontés qui amènent une personne au cours de sa vie à se questionner donc sur le changement de logement. On voit bien que même si vous avez dessiné un espèce de schéma de vie, que ça reste finalement très personnel, toutes ces causes. Oui, tout à fait. Tout à fait, ces causes sont personnelles, mais on peut les recouper en fait parmi les individus. Comme je disais, c'est des causes familiales, socio-professionnelles, territoriales. Et je dirais qu'il y a un élément qui me semble important, en tous les cas aujourd'hui et encore plus demain, c'est comment on fait de ce lieu de vie, ce choix de l'hébergement, un choix, comme je disais, un peu, quand je parlais du cocooning, c'est comment on rentre encore plus dans ce dedans. Si on parle juste de la transition travail-retraite, ou dans le travail, on était beaucoup plus à l'extérieur. Et donc, comment, en fait, on va réaménager son logement à ce moment-là. Mais on voit bien que c'est une tendance de société où il y a un besoin aujourd'hui
de se questionner encore plus sur où est-ce qu'on vit et comment on vit. Vous abordez la question de l'aménagement du logement, et c'est vrai que c'est une thématique qui est tout particulièrement vraie à l'âge de la retraite. Vous évoquez une maison trop grande, un jardin à entretenir, c'est autant de causes qui peuvent provoquer ce questionnement et cette envie peut-être de changement. Mais pour un senior, est-ce que ça reste pas un grand cap quand même peut-être de quitter le domicile familial d'une vie, une maison pleine de souvenirs pour s'orienter vers un nouveau chez-soi? Bien sûr, et c'est là où j'abordais la question du temps long en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision qui se prend, je dirais à la légère ou rapidement, le fait de déménager. Il y a bien évidemment cette question de retourner dans son territoire d'origine quand on est, par exemple, venu en ville ou dans des grandes villes pour pouvoir travailler, où là, la décision se fait parfois, je dirais, plus rapidement. Mais en tous les cas, cette transition d'un chez-soi à un autre, eh bien, prend du temps, fait évoquer des questionnements propres sur auprès de qui on veut être proche, quelles seront les interactions sociales qu'on pourra avoir, dans quel écosystème on a envie de vivre. Et puis, je parlais aussi de mobilité, mais ce sont des questionnements qui prennent du temps et qui ne se font pas, oui, du jour au lendemain. Alors, est-ce qu'on transitera d'un chez-soi à un autre ou est-ce qu'on aménagera le sien et on restera dans celui dans lequel on est pour ensuite, eh bien, évoluer et aller a posteriori peut-être dans un autre chez-soi, parce qu'il y a différents temps et différents profils de seniors. Là, on parle plutôt des jeunes retraités, d'une certaine manière, dans nos échanges. Mais les évolutions et les questionnements sur le choix de l'hébergement, ils peuvent arriver à différents moments du temps de la retraite. Et les questions ou les raisons ne seront pas tout à fait les mêmes. D'accord, donc on est vraiment, encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur ce côté très personnel au final de la région, en lien avec sa situation, ses envies, mais aussi peut-être son besoin, et c'est ce qui nous fait glisser donc justement sur la question de l'autonomie, qui est un autre des sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Mais quand on parle d'autonomie, la première chose qui me vient moi en tête, c'est qu'est-ce que l'autonomie réellement? Je vous pose la question, comment on peut définir l'autonomie autrement que dans la définition médicale qui dit que l'autonomie, c'est surtout la liberté de choix par rapport à des soins thérapeutiques? Oui, en effet, il n'y a pas que… Souvent, de toute façon, quand on parle d'autonomie, on parle de cette définition médicale parce qu'on a, je dirais, c'est cette question d'assurer les actes de la vie courante, comme vous le nommez dans la slide, mais c'est aussi cette question de conserver ses capacités physiologiques qui est particulièrement importante. Mais il y a d'autres éléments qui, en tous les cas, qu'on peut mettre en lien avec l'autonomie. Je dirais, un premier élément, c'est cette question que l'autonomie, ça désigne aussi, c'est la personne qui se désigne à lui-même ses propres règles. Donc, ça veut dire que l'individu, à un moment donné, il est souverain. Il est souverain en dehors de ses capacités physiques, mais il est aussi souverain dans ses décisions et dans ses choix, dans les règles qu'il se donne. Mais quand on peut rajouter aussi une brique à ces décisions, c'est qu'en fait, eh bien, on est en autonomie parce qu'on est en lien avec d'autres. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est parce qu'on est en lien avec d'autres, notamment en lien avec la société. On est en lien avec d'autres qui nous rendent d'une certaine manière dépendants, ou en tous les cas en complémentarité. On peut se dire tout simplement qu'on va pouvoir faire ses courses parce qu'on est dépendant de ceux qui vont nous faire jouer l'approvisionnement et donc qui vont nous permettre d'être aussi autonome dans notre liberté de pouvoir aller et venir. Et donc, d'une certaine manière, quand je rajoute cette brique d'interaction, eh bien, c'est je suis complémentaire avec d'autres, je peux être autonome parce que je suis en interaction et en complémentarité. Donc, ça montre qu'il y a cet élément du lien social qui est particulièrement fort. Mais il y a aussi un autre élément sur la question de l'autonomie, c'est qu'on peut en tous les cas, l'associer à la notion de bien vieillir ou de bien vivre. Et dans cette notion du bien vieillir et de bien vivre, eh bien, c'est cette notion de l'autonomie sociale ou l'autonomie relationnelle, comme je l'évoquais un peu rapidement. Et l'autonomie sociale, c'est pouvoir avoir des rôles sociaux, continuer à être utile socialement, mais aussi donc avoir des interactions sociales, pouvoir accéder
à des services de proximité, au transport, qui est quand même aussi particulièrement important pour pouvoir être mobile. En fait, ça montre bien comment la question de l'autonomie, elle ne se réduit pas non plus à cette fonction physiologique, biologique, mais qu'elle est, je dirais, plus vaste pour pouvoir avoir un vivre mieux, je dirais, global et interconnecté. Et dans tout cela, le logement peut être un support, aussi pour pouvoir créer cette autonomie. Mais cette autonomie avec l'attention, comme vous le disiez, en lien avec nos échanges sur la question en fonction des individus, il faut aussi faire attention, je dirais, à la diversité des individus et des profils et des situations de vie. Il est évident qu'en fonction de la catégorie socio-professionnelle, en fonction du territoire rural, urbain, périurbain, dans lequel on pourra vivre, aussi en fonction de la connexion Internet qu'il y a ou pas sur un territoire, en fonction de notre situation familiale, de notre genre, ou en tous les cas d'un réseau de santé qui peut y avoir autour de nous, et bien tout ça, tous ces éléments qui constituent ces situations de vie, et bien créeront des possibilités de pouvoir aussi faciliter notre autonomie dans un support qui peut être le logement. Merci pour cet éclairage. J'aurais souhaité interroger Johanna, mais je ne la vois plus affichée à l'écran, donc je ne sais pas si Johanna est toujours avec nous. Est-ce que vous m'entendez, Johanna? Ah, j'ai la sensation que Johanna n'est plus avec nous. Je ne sais pas si de votre côté, vous l'entendez. Non. Non. Bon. Alors, malheureusement, Johanna a peut-être quelques contraintes techniques. On va lui laisser le temps de revenir, mais vous abordiez donc, Mélissa, la question du bien vieillir et de la diversité des profils. C'est tout particulièrement sur ces aspects-là que j'aurais souhaité avoir le retour de Johanna, puisque en tant que représentante aujourd'hui des résidences services seniors, je pense qu'elle aurait pu nous donner, elle aussi, confronter sa définition de l'autonomie en résidence service senior et nous faire un petit apport peut-être sur ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si on va réussir à la récupérer ou pas. On lui donnera la parole dès qu'elle reviendra. Anne, de votre côté, peut-être que vous aviez quelques chiffres à nous partager, parce qu'on parle donc beaucoup de seniors, mais qu'en est-il en France? Combien de personnes cela représente-t-il concrètement? Vous souhaitez peut-être nous donner plus d'informations sur ce sujet? C'est vrai que aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand on entend senior, on a tout de suite, je vais caricaturer quand même à fond. Je suis désolée, et en ce moment, c'est le moment de la prière, alors peut-être que vous l'entendez. Voilà, donc je suis désolée si ça fait du bruit. Je suis pourtant fermé toutes les fenêtres, mais bon, ça résonne pas mal. Il n'y a pas de souci, on vous écoute et on vous entend très bien. Voilà, et je suis désolée, j'ai préféré couper la vidéo, je m'en excuse, mais c'est vrai que sinon, je n'entends quasiment rien. Voilà, c'est soit la voix, soit la vidéo, et je pense que la voix est plus importante. Donc, non, mais c'est vrai que quand on entend senior, on a tout de suite l'impression, je caricature vraiment à fond, mais on a l'impression de parler de grabataire, alors que pas du tout. Aujourd'hui, voilà, enfin, la grande majorité, je vais rejoindre ce que disait Mélissa, c'est vrai que le défi du vieillissement aujourd'hui et de la perte d'autonomie, elle est triple, hein, elle est démographique, elle est financière, elle est sociétale, c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui va un jour tous nous concerner vraiment de plein fouet. Mais une grande majorité, je crois qu'il faut quand même insister là-dessus, une grande majorité de personnes âgées, voire de personnes très âgées, hein, de plus de 85 ans, vivent aujourd'hui à leur domicile. Je pense que ça, il faut vraiment le prendre bien en compte. Et il n'y a qu'une minorité de personnes âgées, c'est environ 8% des personnes âgées qui vont être touchées par la dépendance. Voilà. Et aujourd'hui, seuls 10% des personnes de plus de 75 ans sont en établissement, en résidence ou en foyer. Donc on voit bien vraiment que ce que disait Mélissa tout à l'heure sur le fait de se sentir bien chez soi est vraiment très important, parce que c'est ça qui va concerner finalement la grande majorité des personnes. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut bien évidemment mettre de côté tout ce qui est dépendance autonomie, bien au contraire, et on le voit bien aujourd'hui avec la création donc, de cette fameuse 5e branche de la sécurité sociale, pour venir notamment appuyer financièrement les besoins, parce que les besoins, ils sont multiples. Il y a bien entendu le cadre de vie, il y a les soins, mais il y a aussi renforcer les métiers
et de ceux qui travaillent auprès des personnes dépendantes ou des personnes âgées tout court, pour leur bien-être, aussi bien donc aux résidents qu'aux personnes qui sont auprès d'eux au quotidien et dont on sait que ce n'est pas forcément des métiers les plus faciles sur plusieurs aspects. Donc, mais néanmoins, voilà, je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est que voilà, 8% des personnes des personnes âgées seront touchées par la dépendance. Mais tout ça, ça représente en effet après un budget conséquent. Aujourd'hui, en France, donc, on a 1 500 000 personnes qui ont plus de 85 ans et on va connaître un véritable papy boom pour 2050 où là, on va dépasser près de 5 millions de personnes de plus de 85 ans. Donc là, vous avez les chiffres, en effet, merci Adeline. Mais là, ça concerne les gens de plus de 60 ans, hein, avec les dernières prévisions de l'INSEE. Et on voit bien vraiment qu'on a une explosion, mais on a vraiment une explosion sur les plus de 85 ans. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, Johanna, on vous entend. On va vous laisser le temps de vous réinstaller et on va laisser le temps à Anne de finir ce qu'elle était en train de nous dire. On vous redonne la parole tout de suite après, Johanna. Donc voilà, oui. Donc voilà, je pense que vraiment le chiffre qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, notamment aussi pour comprendre le pourquoi, enfin et vraiment la nécessité de la création de cette 5e branche autonomie de la sécurité sociale, c'est que voilà, en 2050, on passera à 5 millions de personnes de plus de 85 ans. Donc bien évidemment qu'il faut dès maintenant, et il aurait peut-être fallu le faire avant, mais bon, écoutez, il faut être content de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'on assiste, il va falloir, on va dire, multiplier les formes d'habitat dits, je pense, intermédiaires, destinés spécifiquement aux personnes âgées autonomes, mais également semi-dépendantes, voire dépendantes, avec une offre diversifiée qui va donc bien évidemment aller aussi bien sur de l'urbain, du périurbain, du rural, mais aussi qui financièrement va pouvoir rentrer dans l'enveloppe et peut-être aussi casser l'idée, mais ça on reviendra je pense tout à l'heure, casser un peu cette image que les résidences seniors aujourd'hui c'est quelque chose qui est hors de prix et qui n'est pas du tout à destination de la bourse de tout le monde. Juliette, voilà. J'ai pas de son. J'ai pas de son non plus. Alors, Johanna, de notre côté, nous, on vous entend très bien, par contre. Donc, je ne sais pas si vous nous entendez. Est-ce que vous m'entendez, moi, peut-être? Non, je suis désolée. J'ai un gros problème technique. Alors, est-ce que vous m'entendez, moi? Peut-être que vous n'entendiez pas Anne qui s'exprimait. Voilà, ça y est. Maintenant, je vous entends désormais. Bon, très bien. Je m'excuse. Toutes mes excuses pour cet incident technique. Pas de problème, Johanna. On vous redonne la parole tout de suite après. On va laisser Anne finir sur ce qu'elle était en train de nous dire concernant notamment le financement de la nouvelle branche de la sécurité sociale. Vous le disiez, Anne, du coup, c'est un triple enjeu qui est à la fois démographique, qui est à la fois sociétal et financier. Si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, le nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale vient tout juste d'être présenté, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, et donc, en effet, donc, on avait certifié la création de la 5e branche, donc autonomie, il y a quelques semaines par un autre projet de loi. Et là, c'est vrai qu'on dote en effet cette branche de plus de 31 milliards d'euros par an. Donc, si on veut rentrer dans l'aspect plutôt technique et très très financier, ce qui n'est pas forcément ce qui intéresse tout le monde, mais bon, qui est bon à savoir. Donc, ce montant va être collecté principalement sur de la CSG. Pour environ 28 milliards d'euros. Donc la CSG qui est prélevée pour être tout à fait clean, c'est à la charge de l'employeur. Ça représente 0,3% de la charge de l'employeur. Aussi va y contribuer la contribution solidarité sur l'autonomie, la fameuse CASA, qui elle est ponctionnée sur les retraites, les pensions. Et enfin, il y a aussi la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie,
en tout, on va arriver à environ 31 milliards et quelques d'euros, donc ce qui est déjà une belle somme. Bien évidemment que, voilà, au regard de l'explosion, comme je vous l'ai dit, du nombre de seniors qui va arriver de plus de 85 ans, voilà, bien évidemment, on voit bien qu'il va falloir contribuer de plus en plus. Et puis aujourd'hui, on a des personnes qui, globalement, ont de bonnes retraites. Ce qui malheureusement ne va pas forcément être le cas dans les dizaines d'années à venir, surtout auprès de des personnes qui auront connu des périodes de chômage, une arrivée tardive sur le marché du travail. Donc voilà, sur le marché du travail, merci, je commence à fatiguer. Et donc voilà, il y a tous ces enjeux auxquels il faut penser. Et voilà, il y a le logement. Il y a aussi les personnes qui travaillent auprès des seniors et des personnes dépendantes aussi, donc qu'il faut pas oublier, parce que c'est souvent aussi quand même là où il y a des salaires les plus bas qui soient, et aussi où le travail est extrêmement quand même difficile au quotidien pour travailler auprès des personnes âgées. Et le tout aussi, je pense qu'il faut bien insister là-dessus, et je pense que Mélissa sera d'accord, c'est de ne pas isoler ces personnes. Ces personnes, elles veulent rester en contact avec la société, elles veulent rester en contact avec la vie, et on voit des fois des choses, des innovations très intéressantes, notamment d'installation de crèches ou à proximité d'écoles. Ça se fait beaucoup dans les pays nordiques, et on voit bien évidemment que les personnes âgées réagissent, sont très heureuses d'être à proximité de sources de vie, d'enthousiasme, notamment vis-à-vis de jeunes enfants. C'est toujours agréable quand on n'a pas forcément ces petits enfants à côté de soi. Vous parlez du cadre de vie, donc j'en profite du coup pour rebasculer du côté de Johanna. On parlait justement des limites des technologies tout à l'heure, et ben voilà. Voilà. Mais vous êtes de nouveau avec nous, Johanna. Il n'y a pas de souci. J'en profite justement. On parlait donc de lieu de vie, on parlait de bien vieillir. Je me tourne vers vous maintenant, Johanna, parce que vous représentez aujourd'hui, on va dire, le secteur de la résidence-service senior. On a abordé tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez pu entendre tout ce que Mélissa nous a dit à propos de l'autonomie, mais si on devait faire peut-être une petite définition de votre côté, de votre point de vue du secteur de la résidence-service, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, je dirais que la notion d'autonomie, elle est évidemment importante en résidence-service senior. Je pense qu'elle l'est d'ailleurs pour toutes les solutions d'hébergement qui s'offrent aux seniors, puisque finalement, chacune de ces solutions vient apporter une réponse à des besoins de manière adaptée, à des attentes et en adéquation avec un certain niveau d'autonomie. Il est important de garder cela à l'esprit, puisqu'il en va du confort, du bien-être, de la santé et de la sécurité aussi des résidents, des seniors qui sont accueillis dans les différentes structures. Donc en résidence-service senior, nous accueillons essentiellement des seniors qui sont autonomes ou quasi-autonomes. Le terme quasi-autonome laisse parfois émerger quelques questions. Donc c'est un concept, une solution d'hébergement, mais pas seulement, qui s'offre aux seniors donc autonomes et quasi-autonomes, c'est-à-dire désirant vivre dans un lieu de vie convivial, sécurisé, mais avec, si besoin, s'ils en expriment le souhait ou le besoin, un accompagnement qui va être personnalisé. Et cet accompagnement au quotidien, il est possible grâce à un panel de services, des services à la personne, facilitateurs du quotidien, ou des services résidentiels. Voilà, donc la notion d'autonomie, elle est évidemment importante en résidence-service senior, mais je pense qu'elle l'est pour pouvoir répondre au mieux aux attentes, aux besoins, aux souhaits du senior. Il s'agit de veiller continuellement à cette adéquation entre les besoins, les attentes et les réponses que l'on apporte. Donc, encore une fois, on retrouve cette approche qui est très personnalisée et qui est très personnelle, qui vient vraiment sur mesure, j'ai presque envie de dire, selon les besoins du senior. C'est important d'avoir cette approche globale. D'après ce que j'en retiens de vos interventions, Mélissa, Johanna, et avec des arguments qui se recoupent. Je vois dans l'onglet questions que nous avons déjà beaucoup de questions, donc si ça ne vous dérange pas, je vous propose de ne pas attendre à la session de fin de questions-réponses et commencer peut-être dès à présent à répondre à tous les participants qui nous interrogent, parce qu'on a abordé quand même des grandes notions et des sujets peut-être un peu techniques. Alors, nous avons Dominique qui nous demande si les solutions du parcours résidentiel senior sont certes nombreuses selon les secteurs géographiques, mais éparses et parfois peu connues, tant pour les seniors eux-mêmes que pour leurs aidants.
partagez-vous ce constat et quelles solutions sont envisagées? Alors, je ne sais pas si l'un de vous souhaite tout particulièrement répondre à la question de Dominique, en sachant bien sûr que toute cette thématique, nous allons l'aborder un petit peu plus tard dans ce webinaire. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite déjà répondre ou si nous attendons d'aborder les prochains sujets. Je pense qu'on va la traiter un peu dans les prochains sujets, donc on abordera ça, on répondra à cette question un peu plus tard, je pense. Parfait. Alors Dominique, ce que je vous propose, c'est qu'on attende un petit peu d'avancer dans ce webinaire et si au moment où nous abordons ces sujets, vous n'avez toujours pas la réponse à votre question, je vous invite à renouveler votre question dans le petit onglet. Nous avons également Goran qui dit « Lors d'une récente étude de l'IFOP et de la CNAV, 89% des Français souhaitent rester chez soi à domicile. Mais comment créer un chez-soi dans une résidence, une institution collective, etc. Merci. » Mélissa, je me tourne vers vous. Peut-être que vous avez une réponse sur ce sujet. Très bien. Moi, je pensais que vous alliez demander à Johanna. Mais je serais très curieuse de connaître l'avis de Johanna derrière. Et on peut commencer aussi par Johanna si… Non, c'est très bien. Ce qui est intéressant dans la résidence, en tous les cas, service senior, qui n'est pas forcément la même chose partout, c'est le fait d'avoir vraiment son espace dans un logement. Ce n'est pas la même chose que d'avoir juste une chambre. Et donc, le fait d'avoir cet espace dans un logement permet de pouvoir recréer son chez-soi et de pouvoir ensuite le meubler tel que l'on veut. L'importance de la porte, alors je le dis, ça peut être totalement désuet, mais cette importance de la porte, elle est importante. Parce que ensuite, dans certains autres types de logements, eh bien, on ne l'a pas forcément, ou en tous les cas, on l'oublie. Et donc, ça permet aussi de pouvoir fermer entre le chez les autres, ou le chez nous collectif, et le chez moi. Et donc, on peut continuer à créer un chez soi, tout simplement parce qu'on a ce logement qui nous appartient et dans lequel on va pouvoir reconstituer ses propres habitudes et valeurs de vie, à accueillir aussi qui on le souhaite, sans forcément avoir une surveillance, même si parfois certains voisins peuvent aussi créer une forme de surveillance. Après, ce qui est intéressant dans le fait d'avoir ce collectif, c'est de pouvoir continuer à maintenir des liens sociaux, éviter, un peu comme disait Anne tout à l'heure, éviter l'isolement, pouvoir aussi continuer à avoir des activités sociales et aussi pouvoir être mobile plus facilement quand en fait à un moment donné on peut être en situation de fragilité ou de vulnérabilité, et bien de fait aussi il y a une forme de sécurité que parfois les individus n'ont plus à domicile. Juste une fois, j'échangeais lors d'un entretien avec une femme qui était rentrée en résidence service senior suite à un veuvage, et donc dans son logement trop grand, seule, elle se sentait en insécurité et elle avait eu besoin de faire le pas et donc d'entrer en résidence service senior parce que en fait le lieu lui permettait d'être en sécurité quand chez elle, elle ne se sentait plus en sécurité. Donc de fait, il y a certains éléments que l'environnement collectif peut permettre de retrouver tout en étant chez soi dans un environnement collectif. Merci Mélissa, c'est une réponse très complète. Johanna, est-ce que vous souhaitez faire un complément avec cette approche de la résidence service senior notamment? Non, la réponse de Mélissa était effectivement complète. Je dirais que pour la résidence service senior, je ne parlerai pas d'établissement, mais d'une forme de domicile, effectivement. C'est un domicile dans lequel le résident vit à sa guise. S'il a envie de s'impliquer dans la vie de la résidence, s'il le veut, il le peut. S'il ne le veut pas, il peut choisir d'user de son logement privatif, des équipements qui sont sur place, mais de s'impliquer dans la vie sociale extérieure. Il vit en toute indépendance et en toute liberté, avec, encore une fois, s'il le souhaite, un accompagnement personnalisé, mais encore une fois, s'il le souhaite et s'il en exprime aussi le besoin. C'est vraiment une forme de domicile. Il vit à sa guise. Le résident vit vraiment à sa guise, à son rythme, de la manière qu'il l'entend, et on respecte ça au mieux. Eh bien, merci. Si je peux me permettre de compléter Bien sûr. pour répondre à Goran, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Si ce n'est pas ça, je m'excuse.
il y a quand même aussi des aides et des subventions, hein, parce qu'il parlait de son chez-soi. Et c'est vrai que des fois, on a besoin de faire des travaux pour adapter son domicile. Et il y a quand même de nombreuses aides qui existent. Je pense notamment aux aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, hein, l'ANA, qui permet donc des subventions pour aménager son logement à la perte d'autonomie. Il y a également la PCH, hein, la prestation de compensation du handicap, qui peut permettre de financer toute une partie des travaux d'adaptation du logement. Donc c'est vrai qu'il il y a aussi des aides qui sont à destination pour l'adaptation de son logement personnel, à condition bien évidemment d'en être propriétaire. Donc ça aussi, ça peut rentrer en ligne de compte pour adapter son logement. Très bien, merci. Alors, j'espère, Goran, que vous avez, grâce à nos 3 expertes, une réponse très complète sur tous les volets. On nous demande également si ce webinaire sera disponible en replay. Donc oui, je vous le confirme qu'il sera disponible en replay à l'issue de la session. Je vous propose maintenant de reprendre le fil de nos échanges et d'attendre un petit peu avant de sélectionner de nouvelles questions. Donc, nous avons vu tous ensemble qu'il existait donc aujourd'hui un nombre croissant de seniors et qui ne va pas décroître à l'avenir, et avec des besoins très spécifiques en lien avec chaque individu, avec ses besoins, avec son niveau d'autonomie, ses envies. On a vu également avec vous, Johanna, que la résidence service senior, ou de manière générale les structures d'accueil dédiées aux personnes âgées peuvent être une réponse à ces questions-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on estime que ce sujet il est suffisamment connu? J'ai une petite statistique à partager avec vous qui m'interpelle, à savoir qu'une personne sur 2 aujourd'hui aimerait être beaucoup mieux informée sur l'offre d'hébergement à destination des seniors. Et c'est pour ça que je vais me tourner vers vous, Clément. Je souhaiterais avoir votre avis. Est-ce que cette statistique, elle vous étonne ou pas? Non, elle m'étonne pas, dans le sens où c'était déjà l'objectif en 2013, quand on a créé le site Logement Senior, d'essayer de faire connaître d'autres types de solutions de logement aux aidants ou aux seniors eux-mêmes, et de bien segmenter l'offre de ces logements en France. Parce que c'est vrai que historiquement, et ça a quand même bien changé, le discours, il était quand même très axé sur les EHPAD. Et en fait, voilà, il n'y a pas non plus que les EHPAD en France, et à chacun sa solution de logement en fonction de son état de santé, ses besoins, ses envies, etc., quand il le peut. Si je peux vous donner une autre statistique, nous, quand on a créé le site, il y avait une étude qui avait été faite, et seulement 8% des Français savaient ce qu'était une résidence senior. Donc, c'est vrai que c'était vraiment très peu. Quand on parlait du logement des seniors, c'était EHPAD ou maison de retraite. Et ça, c'est vrai que, on va dire, l'arrivée des résidences services seniors a permis une ouverture. Et si je peux vous donner aussi quelques autres chiffres, nous, on est, vous l'avez compris, quand même plus axé sur le web. Donc, entre 2008 et 2020, la recherche de résidences seniors sur le web a été multipliée par 10. Aujourd'hui, sur la thématique des résidences seniors, on est à peu près à 100 000 recherches, 100 000 requêtes par mois sur le web. C'était 10 fois moins il y a 12 ans. Et il faut la comparer, on est encore quand même loin des EHPAD où ça totalise environ 280 000 requêtes. Donc, c'est 2,8 fois plus. Mais on voit quand même que depuis 10 ans, il y a une forte évolution et une forte croissance, on va dire un peu un phénomène de rattrapage entre les résidences seniors qui se font une place, on va dire, auprès des EHPAD. Et ça, il y a la date clé, on va dire, nous, si on la situe, c'est vraiment 2013-2014, et c'est en lien finalement avec l'accélération du parc de résidences seniors, services seniors en France, et avec du coup le développement de la notoriété des résidences services seniors qui a été fait par les gestionnaires comme Ovelia, et également par les promoteurs immobiliers. Voilà. Donc, si nous, de notre côté,
on peut regarder les évolutions des types de recherches sur cette thématique. C'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaître le nom de marques propres aux résidences services seniors. Par contre, on a quand même toujours une tendance à associer, en tout cas les internautes ont toujours quand même une tendance à associer résidence senior et maison de retraite. C'est vrai que maison de retraite, c'est un terme un petit peu générique qui, pour nous, il est quand même plus associé aux EHPAD. Donc, on aura envie de le compléter en disant maison de retraite médicalisée. Mais il y a quand même encore un peu une confusion dans l'esprit des gens entre maison de retraite, résidence service senior. Il y a toujours cette petite ambiguïté. Voilà. D'un point de vue géographique, ce qui semble intéressant, c'est que globalement, les recherches les plus fortes, et c'est très net, hein, c'est surtout dans la partie ouest de la France. Donc, c'est-à-dire si on trace un trait entre la Normandie et le Languedoc-Roussillon, c'est sur la partie ouest qu'il y a vraiment le plus de recherches de résidences seniors, excepté l'Alsace, qui est une région où il y a une forte demande aussi sur cette thématique. Et d'un autre point de vue, ce qui est intéressant, ce qui peut être noté sur la thématique et dans la période Covid, c'est que les recherches de résidences seniors ont été divisées par 3 pendant la période du Covid, donc en mars, avril, mai globalement, alors que les recherches, alors ce n'est pas des recherches de logement, c'est vraiment des requêtes, en tout cas des requêtes, on va dire, sur Google. Sur la partie EHPAD, ce nombre, il a explosé pendant le Covid. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on a beaucoup parlé du Covid dans les EHPAD, le risque Covid-EHPAD, mais très très peu, voire pas du tout, en ce qui concerne les résidences seniors. Donc, soit c'est parce qu'il n'y en a vraiment pas eu du tout, il n'y a pas eu de cas Covid ou très peu, soit c'est parce que ça n'a pas été médiatisé. Et encore une fois, on voit le traitement des médias, il est plus axé quand même sur les EHPAD que sur les autres solutions de logement pour les seniors. Voilà un petit peu notre... Merci Clément pour toutes ces données chiffrées, toutes ces tendances. Je vous le rappelle, hein, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, Clément, vous êtes le cofondateur du site logementsenior.com, qui est le premier site d'information et de recherche sur les solutions de logement pour les seniors. Johanna, je me tourne vers vous parce que vous l'aviez dit en introduction, vous êtes donc responsable qualité chez Ovelia, mais vous avez également connu un parcours de soignante en EHPAD. Donc aujourd'hui, vous avez cette double expérience, cette double vision, si je puis dire. Est-ce que vous partagez ce que vient de nous dire Clément sur ce terme générique de maison de retraite qui vient un peu occulter la réalité du terrain et toutes les possibilités de logement qu'il peut y avoir pour les seniors? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'avoue en toute sincérité et en toute transparence que quand j'exerçais en qualité d'infirmière, je méconnaissais toute autre solution d'hébergement pour seniors que les EHPAD. Je connaissais les EHPAD et ça s'arrêtait aux EHPAD. Aujourd'hui, je me rends compte en échangeant avec des amis qui sont soignants, médecins, infirmiers, que je suis souvent obligée de décrire notre activité, les objectifs de notre activité, pour qu'ils comprennent le sens de notre concept. Donc effectivement, je crois que ce terme générique de maison de retraite, il chapeaute encore très largement, de moins en moins quand même, hein, parce que les efforts, aussi bien dans la sphère médiatique que même nous, les efforts que l'on fait en local en tant qu'acteurs font que même les professionnels de santé sont de plus en plus renseignés sur le sujet, mais c'est un travail qu'il faut poursuivre, effectivement. Merci Johanna. Clément, vous avez également abordé la question du traitement médiatique. Est-ce que, je me tourne vers vous maintenant, Mélissa, Anne, également Johanna, si vous souhaitez réagir sur la question du traitement médiatique, est-ce que vous partagez ce que Clément nous disait, cette peut-être prépondérance à mettre en visibilité les EHPAD dans les médias plutôt que les autres solutions de logement?
Oui, bah, enfin, bon, moi je parle d'une expérience personnelle parce que j'y étais au moment où ça a éclaté, notamment du fameux EHPAD bashing qu'on a connu, et donc a été en effet très très relayé par la presse, et en même temps c'est tout à fait normal parce qu'il y a des situations qui sont inadmissibles, autant du point de vue du traitement de certaines personnes âgées que des aides-soignants, des infirmiers, des médecins coordonnateurs qui sont dans ces établissements. Mais c'est vrai qu'on donne aussi une image. Enfin, moi, c'est ça qui m'avait un peu heurté. C'est que des EHPAD, j'en ai visité des centaines, et c'est vrai que on donne des fois l'image d'un EHPAD, d'un mouroir. Or, voilà, vous avez la plupart des EHPAD sont quand même très très bien tenus. Ensuite, qu'il y ait un manque de personnel, ça c'est certain. Qu'il y ait un problème de rémunération également. Donc ça, bon, il y a des efforts actuellement qui sont faits dessus, mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant, qu'il faudra aller encore plus loin, parce que bon, on a aussi un turnover au niveau du personnel de ces établissements qui est très important. Donc ça, faut vraiment insister là-dessus, je pense. Mais il faut trouver le juste milieu. Et c'est vrai que pendant on va dire l'EHPAD bashing qu'on a connu, le juste milieu, il n'était pas là. Et voilà, il n'y a pas que les EHPAD, il y a toute une offre aujourd'hui de services pour habitation pour les personnes, voilà, qui est une multiplication en France de formes d'habitat, donc comme je disais en tout début, dits intermédiaires, dédiés spécifiquement aux personnes âgées autonomes ou en perte d'autonomie. Et c'est ça, et je pense que sur la question médiatique, on voit que les gens ont une méconnaissance de toute l'offre qui existe à l'heure actuelle. C'est pour ça aussi que tous ensemble, on a participé avec Ovelia à ce guide pour expliquer un peu tous les types de logements qui existent, tous les types d'aides également en fonction de chaque logement qui sont disponibles. Et voilà, je pense qu'il faut leur faire un écho favorable à ces logements, à ces résidences-services, un écho favorable, parce que ça constitue un marché à part entière aujourd'hui, et casser un peu cette image de oui, mais ça coûte très cher. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors bien évidemment, si on prend une résidence-service en plein cœur de Paris, oui, là c'est sûr qu'on va faire exploser le budget. En revanche, si on prend voilà, des régions similaires, on va arriver sur des tarifs des fois moindres qu'un EHPAD. Alors, je peux intervenir là-dessus. Si nous, on avait fait une petite étude il y a un petit moment. Alors, je crois que c'était en 2000, ça devait être en 2018 ou 2017, 2018, sur le prix des logements en résidence-service senior sur une base d'environ 200 résidences en France. Le prix allait en fait de 364 € à 2000 €. Alors, bien sûr, c'est avec une moyenne autour de 900 €. Alors, c'est vrai que les résidences services seniors, étant un marché encore assez récent, l'offre s'est plus concentrée dans un premier temps sur du centre-ville ou d'hyper-centre-ville, du coup, avec quand même des loyers forcément un peu plus chers qu'en milieu rural. Mais globalement, vous voyez, le scope, il est quand même très large, quoi, de 350 € à 2000 €, voilà, avec une moyenne à 900 € en hyper centre-ville. Voilà, ça reste accessible. C'est en aucun cas les prix des EHPAD qu'on peut entendre. C'est pas la même chose, hein. C'est pas les mêmes, la même tarification, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est quand même différent. Pour rentrer vraiment dans le détail et pour continuer sur ce que disait donc Clément, je donne, voilà, en moyenne, un EHPAD en France, c'est 1 953 €. Voilà. La fourchette basse, c'est 1 674 et on peut monter jusqu'à 2 889 pour la fourchette haute. Alors voilà, une résidence-service, on va être en moyenne, le prix moyen d'un studio va être à 923 € et on va monter à 1 528 € pour un 3 pièces. Bien évidemment qu'on a aussi des fourchettes basses et hautes où on peut monter bien évidemment jusqu'à plus de 3 000 voire 4 000 €. Mais là aussi, on parle voilà, de résidence-service de très haut de gamme, en plein cœur de gros centres-villes. Mais globalement, voilà. Et sur la résidence autonomie, généralement, on est entre 450 et 1 000 € par mois. Merci Anne pour ces compléments chiffrés. Je pense que ça répondra à quelques questions et quelques réactions dans le chat que j'ai pu voir passer jusqu'à présent.
Est-ce que Mélissa, vous souhaitiez peut-être faire un petit complément sur cette partie aspect traitement médiatique? On a dérivé sur la question des coûts, mais j'aurais souhaité, moi, personnellement, connaître votre position. Je sais que la thématique du senior dans la presse, c'est souvent lié au grand âge et à une image qui n'est pas forcément positive. Vous, en tant que sociologue spécialisé dans la thématique des seniors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr qu'on a été beaucoup dans un traitement médiatique qui disait soit tout domicile ou tout EHPAD et qui faisait un focus sur ce qui n'allait pas dans les EHPAD, même s'il y a des choses qui ne vont pas dans les EHPAD, mais en tous les cas, c'était la manière dont ça avait été traité. Et qu'on manque aujourd'hui de la nuance de l'ensemble de ces habitats intermédiaires qui existent entre donc, le domicile et l'EHPAD, que ce soit la résidence service senior, la résidence autonomie, l'accueil familial, la colocation entre générations, quoi, même les colocations entre seniors. Quoi. Il y a une pluralité de possibles et d'imagination qui sont en train de se créer en parallèle à la résidence service senior, mais qui en fait répondent à des besoins, je dirais, des besoins des individus, besoins des usages, je dirais plutôt des baby-boomers, hein, qui ont d'autres envies et d'autres attentes que des générations qui ont 85 et plus aujourd'hui, où les sujets et les questions ne se posaient pas. Et donc, de fait, je pense que c'est ce traitement médiatique, il est encore comme un traitement historique de situation et qu'il a du mal, en tous les cas, à se mettre au goût du jour de la pluralité des besoins et des attentes de la population qui se répercutent d'une certaine manière avec la réalité sur le terrain de cette diversification des offres. Donc, ça va venir. Ça va venir, on l'espère. Johanna, je pense que de votre côté, en tant qu'acteur de la résidence service senior, les exploitants, pardon, doivent de leur côté aussi mener quelques actions pour essayer de se faire connaître, et notamment peut-être auprès d'une cible plus professionnelle. Oui, tout à fait. On convie régulièrement les professionnels de santé libéraux, notamment les médecins généralistes, les pharmaciens en local, les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes qui interviennent aussi sur nos résidences parce qu'ils viennent consulter leurs patients. Donc, naturellement, les professionnels de santé libéraux, ils sont de plus en plus renseignés sur le sujet parce qu'ils interviennent dans nos structures. C'est un peu plus délicat, je trouve, du côté des soignants qui sont dans les services et dans les établissements de soins, mais ce qui est normal puisque nos solutions d'hébergement, elles s'inscrivent finalement en marge du secteur sanitaire et médico-social. Donc, il faut les faire connaître. Mais par contre, je rejoins ce qui a été signifié avant, c'est qu'aujourd'hui, ces solutions alternatives à l'EHPAD, elles s'inscrivent dans un tout cohérent, enfin, dans une offre diversifiée. Et cette richesse, finalement, permet de répondre à des besoins identifiés de seniors qui ont des niveaux d'autonomie, des besoins différents, des besoins liés à une autonomie totale, une autonomie partielle, une dépendance, une grande dépendance. Et c'est la richesse de cette offre. Et il faut, pour qu'elle soit efficace, bien la communiquer, effectivement. Merci, Johanna. On a beaucoup parlé de l'EHPAD, on a beaucoup parlé de la résidence service senior. On a commencé à entendre parler de résidence autonomie. Je vois dans le chat des questions sur les familles d'accueil, sur les colocations intergénérations, sur les colocations de seniors. Nous sommes ici en présence de nos experts et on constate donc que le niveau d'information, il est très variable d'une personne à l'autre sur cette thématique du logement senior. Je vous propose donc de poursuivre cet état des lieux et avec vous, Clément, peut-être de faire de nouveau un petit point sur chacune de ces solutions, d'aller au-delà de la résidence senior et de l'EHPAD et de voir ce qu'il existe d'autre. Tout à fait, merci. Je vais pas rentrer je vais pas traiter du maintien à domicile. Hein, on l'a vu, c'est vrai que c'est la solution la plus souhaitée par les seniors, mais c'est pas trop l'objet de notre webinaire. Donc, on a bien sûr l'EHPAD, hein, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Je l'ai dit, pour nous, c'est une maison de retraite médicalisée, donc qui assure la prise en charge d'un public dépendant. Qu'un public dépendant, ça va être, on va dire, du GIR 1 à 4. Et donc, ces EHPAD, ils répondent à des besoins médicaux de dépendance et d'autonomie grâce à des soins qui peuvent être dispensés et des traitements médicamenteux aussi qui peuvent être
dispensés aux résidents. Ça, c'est vrai que aussi pourquoi on parle beaucoup d'EHPAD, parce que c'est la solution la plus implantée en France. C'est à peu près 7500 établissements. Donc c'est aussi pour ça que c'est la solution historique et c'est celle qui a la plus grande place en France. Donc ensuite, les résidences services seniors, donc elles proposent des appartements ou des maisons qui sont adaptés aux seniors autonomes ou semi-autonomes. Donc là, on est plutôt sur des JR 5-6, dont le projet de vie s'inscrit dans un maintien de l'indépendance et du lien social. Maintien de l'indépendance, comme l'a dit Johanna, c'est parce que vous avez votre propre logement, donc du studio au T3, dans un espace commun et avec des espaces communs comme salon, bibliothèque et des activités avec les autres résidents. Donc, il y a une gamme de services qui est proposée d'emblée, on va dire, un accueil physique, téléphonique, une présence 7 jours sur 7, des animations et aussi des services à la carte que chacun peut piocher en fonction de ses besoins. Les résidences services seniors, ça fait partie de la grande famille des résidences seniors, on va dire résidences pour seniors, mais c'est différent des MARPA et des foyers logements, où maintenant on les appelle les résidences autonomie, de par leur statut privé et d'une gamme d'équipements et de services plus complète. Voilà. En France, il y a à peu près 800 résidences services seniors en 2020, donc c'est à peu près le double d'il y a 20 ans, donc d'il y a 5 ans, pardon. Donc voilà, c'est une solution qui est en plein développement, en plein boom. Donc les foyers logements ou résidences autonomie maintenant, c'est un peu la solution publique de la résidence senior avec des tarifs plus modestes. Voilà, ça représente quand même 2300 structures en France, donc c'est quelque chose qui est quand même plus développé, on va dire historiquement plus développé que les résidences services seniors. Et à côté de ça, on a donc les MARPA qui font aussi partie de la famille des résidences seniors. Donc ça, c'est des maisons d'accueil rurales pour personnes âgées. Donc c'est des plus petits établissements, plutôt en milieu rural, avec une vingtaine de résidents et plutôt des loyers aussi modérés. Les alternatives, on va dire hors structure, ça va être, et là je vais répondre un peu à une question, l'hébergement familial. Donc l'hébergement familial, c'est en fait c'est des familles d'accueil pour personnes âgées. Donc c'est des personnes seules ou en couple qui vont recevoir chez eux soit des personnes âgées ou des adultes handicapés et qui leur font partager leur vie de famille moyennant une rémunération. Donc, ce qui est important de savoir sur cette solution de logement, c'est que l'accueillant familial doit être soumis à un agrément. L'agrément, il est délivré par le conseil départemental pour une durée de 5 ans. Voilà, donc il y a quand même un cadre légal. Et sur le territoire, on compte à peu près 10 000 accueillants familiaux. Alors, ça inclut les familles d'accueil pour personnes âgées et pour adultes handicapés. Donc, la segmentation, la répartition personnes âgées, adultes handicapés, je ne la connais pas. Mais c'est une solution qui a une répartition assez inégale. Il y a des territoires ou des départements où il y a une offre relativement conséquente d'accueillants familiaux et d'autres où il y a très très peu d'offres. C'est le cas en Île-de-France notamment. Après, je veux aussi, puisque dans le chat, il était question de colocation. Donc nous, la colocation, donc il y a deux types de colocation entre seniors ou colocation intergénérationnelle, donc entre un senior et plutôt un jeune. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose au début qu'on avait mis sur notre site, parce que le concept est très séduisant, notamment entre un jeune et un senior. Les seniors sont dans les grandes villes, on va dire globalement propriétaires de leur logement. Ils sont souvent seuls. Et donc, et parallèlement à cela, on a des jeunes qui ont du mal à se loger, notamment pendant leurs études. Et donc, le fait de partager à la fois un logement, du lien social
et une entraide, on va dire, intergénérationnelle, c'était vraiment, c'est un très bon concept. Après, je pense que c'est encore des solutions qui sont relativement peu répandues et pas vraiment adaptées à une diffusion web. C'est quelque chose qui passe plus par des associations, des relais associatifs qui font très bien le boulot et qui voilà, font le lien entre les seniors et les jeunes, voilà, parce que voilà, il y a quand même du lien à faire et ça peut pas simplement être une réponse à une annonce. Mais voilà, c'est quelque chose qui est encore pour nous assez peu représentatif d'une solution en tant que telle. Merci Clément pour ce complément. Anne, j'ai l'impression que vous souhaitiez nous dire quelque chose, non? Non, c'était moi. Non, c'était pas moi. Ah, pardon, Mélissa, je vous écoute. Oui, peut-être juste pour compléter, pour avoir plus de données statistiques et donc aussi pour mieux comprendre l'accueil familial. Je sais que cette famille, la start-up, a fait une étude Quanti au printemps dernier pour montrer la diversité aussi des profils sur l'accueil familial, personnes âgées, personnes handicapées. Donc, ça peut permettre aussi à ceux qui s'interrogent sur le sujet d'avoir plus d'informations. Et sur la colocation, je dirais, intergénérationnelle, il y a aussi aujourd'hui de plus en plus quand même de développement alors d'interface web, qu'il y ait, je dirais, un accompagnement ensuite pour pouvoir se choisir. Ça existe, mais je pense à Colette Club, ou juste Colette, en tous les cas, il s'appelle comme ça, et à Colibri, qui sont deux interfaces qui se développent aussi dans ces domaines. Voilà. Merci Mélissa pour ce complément. Il est vrai qu'on avait des questions sur ces thématiques-là de la colocation intergénérationnelle et de la colocation entre seniors. Donc elles ne sont pas affichées sur la présentation que l'on voit tous. Mais merci Clément, Mélissa d'avoir fait un complément puisque en plus ça permet de répondre aux questions de nos internautes. Anne, tout à l'heure, on a discuté notamment des coûts des structures et des EHPAD. On a donné des exemples, mais est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur qu'est-ce qui constitue, parce qu'on le voit, l'EHPAD est la solution la plus onéreuse, mais est-ce qu'on peut revenir sur ce qui compose les coûts d'un EHPAD concrètement? Oui, on va dire, il se décompose en 3 sections tarifaires. On va le définir comme ça. Vous avez la section soins, donc ce qui est financé par l'assurance maladie via la CNSA et les agences régionales de santé, les ARS. Ensuite, vous avez la section dépendance. Donc, le forfait dépendance, lui, il est calculé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents de l'établissement. Et là, il est fixé par le conseil départemental. Et ensuite, vous avez la section hébergement. Donc, le tarif hébergement, lui, varie en fonction des caractéristiques des chambres proposées par l'établissement. Chambre simple, double, la superficie également, si vous avez des avantages type un balcon ou autre. Et tout ça est réévalué donc chaque année, ce qui fait en effet, donc section soins, section dépendance, section hébergement, c'est ce qui fait, bien entendu, le prix assez élevé, en effet moyen de 1 900 € d'un EHPAD et qui peut monter bien plus, de manière beaucoup exponentielle quand on parle d'un EHPAD en centre-ville, qui peut monter facilement à 3 000 voire au-delà euros. Mais voilà ce qui fait son tarif. Après, il y a des aides. Que ce soit en résidence autonomie, en résidence service ou en EHPAD, il y a des aides qui sont allouées, qui ne sont pas les mêmes bien évidemment, mais il y a des aides qui sont allouées aussi bien donc l'aide sociale à l'hébergement, l'aide au logement, les APL, l'allocation personnalisée autonomie, l'APA, vous avez quand même l'ACH, vous avez quand même une série d'aides à destination de tous les types de résidences.
Merci Anne pour ce complément. C'est vrai que c'est très important de comprendre ce qui justifie cet écart de prix, car bien sûr il n'est pas question aujourd'hui de montrer du doigt un établissement plus qu'un autre. Et encore une fois, on voit que chaque établissement propose une offre qui est très adaptée en fonction de certains profils. Et donc c'est très important de savoir ce qui se cache derrière ces tarifs pour avoir cette approche globale. Pour compléter, en visitant quand j'étais au cabinet de la ministre, c'est vrai qu'on a visité énormément d'établissements. C'est vrai que moi, j'ai été très choquée, ou même quand j'avais ma propre grand-mère qui était dans un EHPAD, j'ai été très choquée de voir le nombre de personnes totalement autonomes à être dans un EHPAD parce que les personnes de leur famille ne voulaient plus se charger d'eux. Donc il y a cette problématique aussi, et c'est vrai qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'aller en EHPAD parce qu'il n'y avait pas d'autres structures dans la région où elle vivait. Et ça, je pense que c'est important aussi, donc de bien insister sur le fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le disait Clément, il y a environ 800 structures de résidence-service, et c'est vrai qu'il faut développer cet habitat intermédiaire parce que parfois, certaines personnes n'ont pas le choix, hélas. On parlait des chiffres, justement, vous évoquiez les chiffres tout à l'heure, Clément, et là, de nouveau vous, Anne, on voit les chiffres qui s'affichent de nouveau à l'écran concernant le nombre d'EHPAD présents en France et le nombre de résidences-services seniors. On voit également une nette évolution qui est à prévoir sur ces deux types de structures, mais tout particulièrement les résidences-services seniors, avec un rythme de développement, je suppose, qui doit être accru chez certains exploitants. Johanna, de votre côté, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rythme, peut-être sur le rythme d'ouverture d'Ovelia à venir? Oui, alors pour illustrer les chiffres très rapidement, sans rentrer dans trop de détails. Alors, à ce jour, Ovelia est un groupe qui a été créé il y a 10 ans. Nous avons à ce jour donc 13 résidences en exploitation et 6 ouvertures prévues l'année prochaine. Donc, on voit bien que le rythme, on va ajouter 50% de résidences en une année. Donc, le rythme est effectivement très soutenu en termes d'ouverture pour répondre à une demande qui est de plus en plus importante aussi. Voilà, je pense qu'effectivement, il est important que les résidences services seniors s'inscrivent dans cette offre globale, puisque comme le disait Anne, dans certaines zones du territoire français, il n'y a pas cette possibilité de choisir un logement de manière plus précise, et le risque d'être, pour un senior, d'être accueilli en EHPAD alors même que son autonomie physique ou psychique lui aurait permis d'être dans une autre structure, dans un autre lieu de vie, son risque est de voir forcément son autonomie se dégrader. Donc, c'est une des raisons et encore une fois, une des richesses de ce panel d'offres qui s'élargit, qu'il faut faire connaître. Merci Johanna. Donc vous nous confirmez donc que les chiffres que l'on voit s'afficher à l'écran sont également la réalité du terrain de votre côté. On a beaucoup comparé au cours de ce webinaire l'EHPAD et la résidence service senior. Johanna, je me tourne encore une fois vers vous, mais on a vu que c'était deux structures différentes. S'il fallait faire un bref récapitulatif de nouveau pour permettre à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui nous regardent de concrètement faire la différence, si demain ces personnes-là avaient à conseiller une personne sur son choix d'hébergement, qu'est-ce qu'il faut retenir des différences entre l'EHPAD et la résidence-service, s'il vous plaît, Johanna? Mais je dirais qu'il est possible, comme l'a fait Clément, d'établir un descriptif de chacune de ces solutions. En réaliser une comparaison, c'est plus compliqué, puisque chacune de ces solutions a une vocation différente. Encore une fois, elles viennent répondre à des besoins qui sont identifiés et plus ciblés. Moi, je trouve quand même plus ciblés qu'avant. En EHPAD, avant, quand j'y ai exercé, on connaissait une certaine mixité dans les résidents qui étaient présents en termes d'autonomie. Il y avait des résidents plus autonomes, moins autonomes. Aujourd'hui, effectivement, on tend à accueillir des résidents en perte d'autonomie. Donc, l'EHPAD vient proposer une prise en charge médicale en adéquation avec cette perte d'autonomie, cette dépendance, voire de la grande dépendance. Et parallèlement, en résidence service senior, en MARPA, dans toutes ces autres solutions alternatives
administrative à l'EHPAD, on est plutôt sur un accueil de seniors qui sont autonomes et quasi autonomes. C'est souvent des retraités actifs, dynamiques, qui cherchent dans une démarche de prévention à venir dans un environnement sécurisé, avec un besoin aussi de recherche, de maintien de la convivialité, avec un confort et un bien-être sur place, parce que il y a des équipements tels qu'une piscine, une salle de fitness, des commerces à proximité. C'est tout un environnement, un tout qui favorise le bien-être au quotidien et qui répond à des besoins. Je crois que le senior d'aujourd'hui, mais ce sera encore plus le cas demain, aime le plaisir gustatif, donc il faut de la bonne restauration. Donc c'est ce qu'on propose aussi sur nos résidences, de la bonne restauration, le plaisir de pouvoir participer à des animations collectives, le plaisir d'être en groupe. C'est aujourd'hui ce qui est recherché, ce qui le sera encore plus à mon sens demain. Donc c'est ce qu'on tend à proposer aux seniors dans nos résidences services seniors. Voilà, s'agissant de notre concept, je pourrais répondre à d'autres questions. J'ai vu des questions dans le chat sur les services à la personne, notamment. Effectivement, quand je parlais tout à l'heure d'accompagnement personnalisé grâce à un panel de services, sur une résidence service senior, on a effectivement des services plus résidentiels avec une restauration de qualité sur place, comme je le disais, des équipements, une salle de fitness, etc. Mais aussi un accompagnement personnalisé grâce à ces services à la personne qui sont facilitateurs du quotidien. Donc, ça va être de l'aide à l'entretien du logement, de l'aide pour dans les démarches administratives ou informatiques, un accompagnement pour aller se rendre à un rendez-vous à l'extérieur. Et là, entrent en jeu effectivement les aides dont parlait Anne tout à l'heure, par exemple l'APA. Certains de nos résidents bénéficient de l'APA et peuvent du coup mettre en œuvre cette allocation dans nos résidences. D'autant plus lorsque l'on demande certaines autorisations auprès des conseils départementaux qui nous permettent d'élargir encore ce panel de services auprès des résidents et de renforcer encore l'accompagnement. Voilà. Nous avons notamment des questions sur la perte d'autonomie en résidence service senior. Donc, je vous laisse la parole, Johanna, vous parlez beaucoup, mais j'ai notamment des questions de François, de Martine, qui évoquent comment est abordée la fin de vie dans une résidence service senior et comment on accompagne une personne vers une autre structure, ou est-ce qu'on l'accompagne ou est-ce qu'on ne l'accompagne pas? Oui, alors on l'accompagne. L'accompagnement, c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé depuis le début parce que c'est l'accompagnement au sens large du terme. C'est un accompagnement en termes de besoins au quotidien, mais c'est aussi l'accompagnement pour les démarches vers un transfert vers une structure plus adaptée, médicalisée. Là, en l'occurrence, c'est aussi de notre mission, c'est de notre mission au quotidien. Nos résidents ont nommé des personnes de confiance vers qui on n'hésite pas à se tourner aussi, bien évidemment en sollicitant au premier lieu le résident, mais pour effectuer ces démarches, les accompagner, les aidants, ce qu'on appelle. Donc, on accompagne les aidants dans ces démarches qui sont parfois difficiles. Et en attendant ces transferts, ces orientations vers des établissements plus adaptés, nous mettons tout en œuvre pour accompagner le résident dans son quotidien. Parfois, c'est le médecin généraliste qui va intervenir. J'ai vu une question dans le chat, le rôle du médecin traitant. Le médecin traitant a un rôle très important en résidence service senior. Il va intervenir, il va se positionner, il va aider parfois justement à orienter le résident en disant là, ce lieu de vie n'est plus propice ou n'est plus en tout cas en adéquation avec vos besoins. En soutien de la direction de site. Voilà, c'est un ensemble cohérent qui fait que nous accompagnons sans cesse le résident pour, encore une fois, pouvoir assurer au mieux sa sécurité. Et en résidence service senior, nous ne sommes pas médicalisés, nous ne pouvons pas proposer cette prise en charge médicale en réponse à une perte d'autonomie majeure, et notre mission, notre rôle est de pouvoir les accompagner de manière cohérente. Et est-ce que ce parcours, ce scénario du domicile RSS, résidence service senior, pardon pour les non-initiés, EHPAD, est-ce que c'est la condition sine qua non en fin de compte? J'ai vu passer également des questions, notamment une question d'Arnaud à ce sujet qui nous interroge sur le caractère, on va dire, un peu fataliste de cette progression ou
Je dirais qu'il ne faut pas créer un parcours générique quand même du senior. Tout le monde n'a pas un parcours, c'est un peu comme si vous alliez du domicile historique, ensuite en résidence service senior et puis en EHPAD. Non, je crois que chaque individu a des propres besoins auxquels il faut répondre de manière la plus adaptée possible. J'entends souvent des résidents sur nos résidences qui disent « moi je suis exigeant parce que j'espère finir toutes les années qu'il me reste à vivre chez vous ». Oui, certainement, seuls 20% de la population des seniors va être concernée par une perte d'autonomie. La plupart vont effectivement vivre de nombreuses années de retraite dans des solutions alternatives comme les RSS, d'autres dans leur domicile privé. On a des résidents de 95-100 ans hein, dans nos résidences. Donc, et en EHPAD, parallèlement, vous allez avoir, parce qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence, une réelle augmentation des pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, où vous allez avoir des accueils en EHPAD de patients, de résidents de 70 ans. Donc, je pense qu'il ne faut pas créer un parcours générique du senior. Il n'y a pas voilà, on passe du domicile historique, mais c'est vraiment en fonction des besoins de chaque individu. Oui, pour compléter, je rappelle bien quand même, pour aller dans le sens, pour éviter ce fatalisme, 10% des plus de 75 ans sont en établissement, en résidence ou foyer. Hein. Donc, et que 8% de la population, enfin 8% des seniors vont être touchés par la dépendance. On voit bien quand même que voilà, tout ça reste quand même très positif. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Merci à toutes les deux d'avoir répondu et éclairé les questions des participants. Donc, on peut facilement dire donc, que l'EHPAD et la résidence service senior, non loin d'être, comment dire, sont des établissements qui ne sont pas du tout en concurrence l'un avec l'autre, mais qui sont presque des établissements complémentaires qui vont permettre de répondre à un besoin à un moment, à un instant T de la vie, en fonction des besoins, des envies de la personne. Mélissa, je me retourne vers vous. Est-ce que finalement le logement, sous cette condition qu'il soit adapté à la personne âgée, est-ce que c'est la clé du maintien de l'autonomie? Oui, alors j'irais plutôt un logement adapté à la personne. Puisque en fonction de sa situation de vie, eh bien, c'est important que le logement soit adapté à soi et à ses capacités. Je pense que dans ce qui était dit aussi à l'instant, c'est comment en fait les parcours résidentiels et les parcours de vie sont pluriels en fait, en fonction des individus, en fonction de leurs désirs, de leurs attentes et de leur situation. Et qu'on voit bien que l'évolution du parcours, il n'est pas que lié en fait à des questions de capacité physique ou des incapacités physiques, mais ils sont aussi liés à d'autres éléments. Et je dirais, l'un plus important dans le logement, ça reste le bien-être. Est-ce que je suis bien chez moi, en sécurité? Est-ce que mon logement me permet d'être en interaction avec les autres dans un cadre hédoniste, parce que ça va être cette dimension qui va commencer à primer de plus en plus, en tous les cas qui prime aussi pour la génération des baby-boomers. Et comment on arrive, oui, à être en lien tout en étant seul parfois. Je pense que c'est un véritable équilibre à trouver, mais qu'on essaye de trouver tous au quotidien dans nos différents moments de vie. Et que de fait, eh bien, le logement continue à être cet équilibre quand on avance en âge. Merci Mélissa pour votre retour, votre approche. Donc on constate vraiment que le caractère adapté du logement à la personne et pas forcément à son âge, et donc l'un des piliers, vous le disiez, de ce maintien de l'autonomie, un pas vers le chemin du bien vieillir. Mais ce n'est bien évidemment pas le seul paramètre à prendre en compte, mais il joue pour beaucoup, d'après ce que nous avons pu donc voir tous ensemble aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire qui commence à toucher à sa fin. Si vous avez apprécié donc l'intégralité des échanges, des informations qui ont pu être apportées aujourd'hui au cours de cette session, je vous invite, chers participants, à télécharger le guide du logement qui a été édité par Ovelia et par Logement Senior et qui regroupe les interventions de nos trois experts aujourd'hui
Donc Anne Beignet, Mélissa Petit, Clément Moreau, vous vous êtes tous donné la plume pour répertorier toutes ces informations dans ce guide Logement, la clé du bien vieillir. Il est disponible en téléchargement gratuit. Nous allons vous afficher un petit lien de téléchargement si vous souhaitez le consulter. Dans la petite barre de chat, ce guide est idéal pour disposer des informations quand on est senior, quand on veut accompagner un senior, un parent, un proche, ou quand on est professionnel du secteur ou en lien avec les seniors pour accompagner une personne vers la solution la plus adaptée avec donc tous les paramètres que nous avons évoqués ensemble. Je vous remercie, chers experts, d'avoir répondu présent à l'appel d'Ovelia pour participer à ce webinaire et à la rédaction de ce guide. Il nous reste quelques petits instants. Je vous propose de repasser sur une session de questions-réponses, même si nous avons répondu au cours du webinaire à beaucoup de questions. Il y en a certaines qui subsistent et chers participants, je vous invite à les poser dès maintenant dans l'onglet questions si vous avez encore des interrogations. Nous avons notamment une question de Martine qui nous demande si les résidences services seniors s'adressent uniquement aux jeunes retraités et quelle est la moyenne d'âge. Johanna? Non, encore une fois, on ne s'adresse pas qu'aux jeunes retraités. Nous accueillons des retraités de 70 ans à bien plus et parfois des résidents, comme je le signifiais tout à l'heure, qui ont 95, 100 ans et qui sont en excellente, mais voilà, pour modérer le terme, mais qui sont en autonomie avec une certaine autonomie au quotidien ou juste quelques services facilitateurs du quotidien. Donc, encore une fois, non, ce n'est pas uniquement adressé, ça ne concerne pas uniquement que les jeunes retraités. Peut-être que je veux bien répondre à une question qui était passée avant. Dites-moi, Mélissa, dites-moi. Sur la question de la nuit, il y avait une question de Lalia Kadri sur les soins nocturnes. Et en tous les cas, je sais qu'il y a une start-up qui s'appelle Ernesti. Je crois que c'est Ernesti qui a véritablement décidé de mettre en place des services pour la nuit. Voilà. Et derrière, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est en fait comment on crée un écosystème aussi autour du logement, que ce soit avec des partenaires, des professionnels, un écosystème de proches pour pouvoir au mieux y vivre. Donc le rapport à la ville est aussi important. Bien, j'espère que la personne qui a posé la question est toujours parmi nous et aura la réponse à sa question. On nous confirme également dans le chat que c'est bien Ernesti, Ernesti, pardon, la start-up en question. J'ai toujours d'autres questions pour vous, Johanna. Décidément, la résidence service senior interroge. J'ai une question de Claire qui nous demande si chez Ovelia, quelle est la forme de la collaboration avec les partenaires de service à la personne déjà présents sur le territoire? Alors, effectivement, nous essayons au maximum d'établir des partenariats avec les SAD, les services d'aide à domicile locaux. Il faut savoir quand même qu'au sein du groupe Ovelia, sur la majorité des résidences qui sont ouvertes, nous disposons de l'autorisation qui est délivrée par le conseil départemental et qui nous permet justement de délivrer et de proposer en interne des services à la personne tels que, donc relevant de l'autorisation, tels que l'aide directe ou l'accompagnement hors domicile. Donc, lorsque nous ne pouvons assurer la continuité du service par nos propres moyens, nous avons des partenariats avec les SAD extérieurs en local, bien évidemment, pour pouvoir répondre aux besoins de nos résidents dans la continuité. Merci Johanna. Je parcours les questions. On en a reçu beaucoup. J'espère qu'on pourra apporter une réponse à tout le monde. On nous demande également s'il est possible d'accueillir un médecin, une infirmière à son domicile en résidence senior. Encore oui, pour vous, Johanna, une question encore pour vous. Oui, tout à fait. C'est le même principe qu'un domicile traditionnel en termes de prise en charge par son médecin traitant ou une infirmière libérale. Ils se rendent sur place, ils viennent consulter, visiter leurs patients, parce que ce sont leurs patients, dans la résidence. Ils montent à leur logement privatif, puisque les résidences sont avant tout chez eux, dans leur logement privatif. Donc, ils ont exactement la même prise en charge que s'ils étaient dans un domicile historique.
Et, si je peux appuyer, je pense que c'est bien de développer notamment cette coordination. On parle de coordination ville-hôpital, médecine de ville-hôpital, et je pense que c'est bien aussi de développer en effet cette coordination entre les résidences-services et les professionnels de santé, Oui. quels qu'ils soient, hein, pharmaciens, médecins, infirmières, kinés, parce que c'est vrai que c'est souvent des demandes aussi, ça rassure, quand même, le sujet de la santé, c'est un des sujets prioritaires pour les Français. D'autant plus quand on rentre dans un certain âge. Je pense que c'est bien en effet de créer vraiment ce lien, résidence-service, professionnels de santé, surtout avec tout ce qui se crée, notamment genre les communautés professionnelles territoriales, les fameuses CPTS, où c'est un bon moyen de se coordonner tous entre nous. Oui. Merci, merci à vous. Nous avons le temps pour une dernière petite question avant de clôturer ce webinaire. Si quelqu'un souhaite de nouveau prendre la parole, enfin, nous envoyer une question du côté des participants, et si peut-être l'un de vous quatre souhaite faire un apport, c'est le moment. On nous demande notamment, je suis navrée Johanna, c'est encore une question pour vous, on nous demande notamment quels sont les types d'animations que l'on peut retrouver dans une résidence service senior. Voilà, ce sera la dernière question de ce webinaire. Alors, en résidence service senior, en tout cas chez Ovelia, on propose un grand nombre d'animations collectives avec des intervenants extérieurs, donc qui sont des professionnels. Hein. On va avoir des séances de sophrologie, on va avoir des séances de gym douce, on va avoir des séances de chorale, un grand nombre d'animations qui sont aussi plébiscitées par les résidents eux-mêmes, hein, qui participent à des conseils de résidents et qui nous font part de leurs demandes, de leurs souhaits. On essaye de les respecter et au mieux, hein, pour qu'ils puissent trouver en tout cas cette convivialité qu'ils recherchent. Il y a aussi des prestations de bien-être. On dispose de salons de coiffure, de salons de bien-être, d'esthétique dans chacune de nos résidences, encore une fois avec des professionnels qui interviennent ponctuellement dans la semaine sur nos résidences. Voilà, donc nous proposons aussi d'autres animations qui sont cette fois-ci gérées, animées par notre personnel Ovelia. Donc, nous proposons un panel assez diversifié d'animations avec aussi bien des intervenants extérieurs que notre personnel Ovelia, des professionnels aussi des fois comme des kinés, hein, qui viennent animer la gym douce. Voilà, nous essayons de renforcer les compétences pour que les résidents soient satisfaits au mieux par ces animations. Donc, tout un panel d'activités assez variées. J'espère que toutes les personnes qui ont posé des questions en lien avec les animations et les activités seront satisfaites de la réponse. C'était donc notre dernière question. Donc, je remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire organisé par Ovelia. Je vous rappelle encore une fois, chers auditeurs, que ce webinaire sera accessible en replay pendant une durée d'une semaine. Et je vous rappelle également qu'il est possible de retrouver toute l'expertise de nos 4 intervenants dans le guide logement, la clé du bien vieillir, disponible en téléchargement gratuit. Nous allons de nouveau vous partager le lien. Clément Moreau, Mélissa Petit, Anne Beignet, Johanna Gacon, je vous remercie de nous avoir rejoints sur ce webinaire et merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'était un échange très enrichissant pour ma part. J'espère qu'il l'a été également pour nos participants. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles thématiques en lien avec le grand âge et le bien vieillir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.